Bonsoir à tous. Je vous propose de démarrer, même s'il y a des retardataires, on les accueillera volontiers. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux, voilà, face à une manifestation peut-être un petit peu innovante, on va voir après. Donc moi je suis Madame Jost Linhart, je suis vice-présidente au niveau de la communauté commune du Hainaut-la-Petite-Pierre, à la cohésion sociale et à la jeunesse. Domaine qui englobe la petite enfance, la moyenne enfance, la grande enfance et la très grande enfance jusqu'au senior. Voilà, donc c'est tous les âges de la vie. Je voudrais associer à cette présentation donc Madame Nathalie Casso-Vicarini, qui nous fait le plaisir d'être présente pour une conférence qui va normalement vous intéresser puisque vous êtes venus, et j'espère que ça permettra que ce soit un temps d'information, d'échange et de partage. La parentalité, donc c'est un domaine qu'on travaille au niveau de la communauté de communes, puisqu'on a créé une maison de la famille. Voilà, c'est le nouveau nom de la maison de la famille, dans le sens très très large. C'est vrai qu'on a souvent l'intérêt pour la petite enfance par rapport à la parentalité, puis après, moi je trouvais en tout cas qu'on a un peu tendance des fois à abandonner les parents pour les âges un peu plus élevés, notamment pour les adolescents. C'est pas toujours très facile non plus. À tous les âges, il y a des questions qui se posent en tant que parents. Donc, c'était l'intérêt de regrouper dans cette maison qui se situe à Hinwiller, dans l'ancienne halte garderie pour les plus anciens, et donc qui permet de couvrir tous les âges de la vie. Et puis je dirais, une fois qu'on est parent, on est parent toute notre vie, et en tout cas on est enfant toute notre vie. Voilà, donc c'est des éléments qui sont très très importants. Donc l'intérêt de ces temps de partage, d'échange, c'est évidemment de pouvoir répondre à des questionnements qu'on a au quotidien en tant que parents, mais aussi en tant que professionnels, parce que je sais qu'il y a beaucoup de professionnels aussi dans la salle, et que on est aussi, nous, dans la Comcom, hein, dans l'idée vraiment d'aller vers l'aide à la professionnalisation, au renforcement, et qu'on puisse aussi informer les professionnels de la petite enfance. Et donc, la petite enfance, c'est une étape essentielle dans la construction de l'avenir de l'individu. Et je pense que Madame Casso-Vicarini en reparlera. Elle fait partie d'une association qui s'appelle Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Elle a plusieurs, je dirais, compétences, juristes, éducatrices, jeunes enfants, qui lui permettent d'avoir ce regard face au développement de l'enfant. Et elle est rapporteure hein, dans un programme public hein, qui est aujourd'hui développé, qui s'appelle les 1000 premiers, qui s'intéresse finalement, on dirait même peut-être avant la naissance, peut-être, hein, on peut aller déjà avant, mais finalement sur tout ce qui se passe de façon très précoce finalement dans le cerveau du bébé, de l'enfant, et peut-être déjà avant, et qui va avoir des incidences sur l'avenir. Et donc là, je crois que c'est vraiment... on la remercie d'être vraiment présent dans une zone rurale, un peu éloignée des grandes villes, et je pense qu'on prend tout autant soin de nos enfants. Je voudrais remercier toute l'équipe hein, de la Comcom qui s'est cachée derrière, que vous reconnaissez avec les t-shirts bleus. Il y a Ania Bauer, celle qui était au service passe sanitaire, chef de pôle de cohésion sociale, et puis Priscilla Frey, qui est à l'initiative finalement de ces rencontres et de ces moments un petit peu où on veut innover et faire autrement les rencontres. Je pense qu'on a plein d'autres exemples, hein. Le programme est bien rempli pour les semaines qui viennent, et en tout cas il y a aussi des membres de la Maison France Service à Hinwiller, Mélodie Nitel, et puis toutes les autres, et qui contribuent à ce que nos services fonctionnent au mieux. Et en tout cas, nous devons, nous, sur notre territoire, d'offrir une offre complémentaire
pas uniquement les services de la Comcom, mais évidemment tout ce qui relève du secteur privé, mais en tout cas qu'on travaille en complémentarité, parce que je crois qu'on a un seul intérêt, c'est l'enfant. Voilà, donc c'est ensemble qu'on peut progresser, et c'est dans ce cadre-là qu'on vous présente ce soir une conférence qui s'appelle « Comprendre le cerveau du jeune enfant pour mieux l'accompagner ». Et je pense qu'on ne peut qu'apprendre face à peut-être des interrogations, des questions. Je crois qu'en tant que parent, en tout cas, on peut se poser continuellement. Donc je vous souhaite une bonne conférence, de très bons échanges et une bonne soirée. Merci. Je vais passer la parole à notre cofondateur de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Ils ne sont que 2 hommes ce soir. Oui, donc, je voulais remercier monsieur. Voilà. Je me sens moins seul. Bonsoir, je voudrais surtout vous dire à quel point on est heureux d'être là. Madame, vous dites qu'on se déplace même dans des territoires qui ne sont pas les capitales. Pour nous, c'est important parce que sans vous, on ne fera rien. Donc, avec Nathalie, on a créé cette association il y a 5 ans. Vous avez peut-être entendu parler du premier événement qu'on a organisé, qui était le train Petite Enfance et Parentalité, qui s'était arrêté pas très loin d'ici, à Strasbourg, où on avait accueilli 32 000 personnes. On a fait un tour de France qui s'était terminé donc à Paris la journée du 20 novembre, journée internationale du droit de l'enfant. Donc, depuis, on a fait beaucoup de chemin. Et on continue à en faire beaucoup, et on est le plus possible présent sur les territoires, parce que au sein du conseil d'administration, on pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, et ça c'est formidable, mais on pense qu'il faut agir sur les territoires. Et pas uniquement sous forme de promesses, mais véritablement dans l'action et dans la volonté d'être en permanence au service de la qualité. Et c'est l'objet de ces conférences que nous animons partout en France. Et grâce à vous et de ce que vous allez en faire et comment vous allez le relayer, et grâce à ces vidéos, bon, après on vous expliquera à l'issue de la conférence tout le matériel, tous les matériaux qu'on met gratuitement à la disposition. On était il y a 2 jours à Nantes, hier soir à Paris, aujourd'hui ici, et avec vous demain, pour répondre à toutes vos questions et puis aussi vous solliciter pour que vous nous aidiez à améliorer tout ce qu'on fait. Puis je vais céder la parole à Nathalie très rapidement. Je suis là également pour représenter le clan des grands-parents, parce qu'on nous oublie un peu, mais je peux vous dire qu'on est énormément sollicité, et avec grand plaisir, et on joue aussi notre rôle auprès de ces petits-enfants qu'on accueille avec grand plaisir. Donc Nathalie, qui est là ce soir, a participé à 2 commissions interministérielles. La première, participer à la commission sur le plan pauvreté qu'elle a animée, et donc vous avez entendu, je pense, forcément parler. Et puis, beaucoup plus récemment, cette commission nommée par le président de la République sur ce programme des 1000 jours, et dont elle va très certainement nous parler, dont les premiers effets sont, depuis le 1er juillet, l'allongement du congé, qui malheureusement ne correspond pas tout à fait au congé de paternité, mais qui ne correspond pas exactement à ce qui était souhaité, mais c'est une première étape. Donc ne lâchons rien, il y a encore plein de choses à faire. Donc on est là, c'est le terme de conférence, pour nous, on n'aime pas ce côté ex-cathédrale, on aime bien que ça soit interactif, donc n'hésitez pas à lever la main, poser des questions, faire part de vos expériences, et on est là pour vous. Donc merci de votre présence et merci d'être venus si nombreux. Je ferai quelques photos. Si vous avez des objections à ce que vos visages apparaissent sur Internet, vous me le dites. Comme ça, je ferai le nécessaire pour que... On va garder vos masques, ça nous simplifie la vie. Merci. Merci Didier. On voulait vous dire à quel point on est content d'être ici. C'est tellement beau. On a eu plaisir à traverser la forêt et c'est un très beau village. Et pour moi, c'est une occasion particulière de rendre hommage à ma famille, puisque mes grands-parents se sont rencontrés tout près, à Rohrbach-les-Beach, et mon papa est né de cette union à Sarreguemines. Donc c'est vraiment avec grand plaisir que l'on revient ici. Je voudrais faire des remerciements aux élus de la communauté de communes Anneau-la-Petite-Pierre, et en particulier Madame Joste Liénard qui est avec nous
Laurence, vice-présidente et élue chargée de la cohésion sociale. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, madame. Remercier la mairie de Vimno pour nous avoir mis à disposition cette salle polyvalente. L'équipe du relais petite enfance avec Priscilla, Anne, Sophie, Sabrina et Anya Bauer, la chef de pôle de la cohésion sociale, les parents du territoire, les grands-parents, les parents des EAJE, les professionnels des EAJE, les personnes qui ont un CAP petite enfance, les auxiliaires de périculture, les éducatrices de jeunes enfants, les infirmières et tous les autres acteurs en cours de formation, notamment les étudiantes EJE de l'école de Strasbourg, elles sont au moins 3, je crois, ce soir, et de Mulhouse, et puis les enseignants, les professeurs des écoles du territoire et des environs, et puis les ATSEM qui sont avec nous également, les assistantes maternelles du territoire de Hanau-la-Petite-Pierre et de l'Alsace Bossu. Les partenaires indispensables également à l'évolution des pratiques comme la PMI qui assure la formation des assistantes maternelles, l'accompagnement des MAM, ça c'est très précieux, et tous les professionnels de la santé, notamment l'hôpital du Neuenberg. Vous dire également qu'on est très heureux, Didier et moi, d'explorer avec vous cette fascinante histoire du développement du cerveau de l'enfant, parce que c'est bien de ça dont il s'agit ce soir. Et on est tous acteurs de cette évolution chez nos enfants. Et je vous propose de démarrer. Et vous avez reçu un petit matériel en arrivant. Merci beaucoup à vous toutes de l'avoir remis aux participants. Et comme le disait Didier, si vous avez des questions, si vous voulez que je m'arrête, c'est pas un cours, je vous fais pas du tout un cours, on est là pour partager des connaissances. Vous avez beaucoup de connaissances parce que vous êtes sur le terrain et c'est vous qui connaissez les enfants que vous accompagnez, mais on est là pour partager ensemble des connaissances et vous n'hésitez pas à lever la main si vous en avez besoin. Donc en effet, le titre de cet échange entre nous, c'est « Comprendre le cerveau de nos enfants pour mieux vivre ensemble ». Le cerveau, c'est un organe super complexe. Et aujourd'hui, avec les imageries cérébrales, on sait beaucoup plus de choses qu'hier. Il y a à peu près une vingtaine d'années, on a commencé à faire des imageries cérébrales qui confirment parfois des pressentis qu'on avait. Mais aujourd'hui, on a vraiment une science exacte qui bouge tout le temps. Donc c'est important de se former, mais de se former aussi en continu, parce que c'est une science qui évolue en permanence. On parle des neurosciences, qui sont les sciences du développement du cerveau, et on parle aussi de neuropédagogie, c'est-à-dire à la lumière de ces connaissances en neurosciences, on va adapter notre pédagogie au quotidien. Voilà, donc on est là ensemble pour parler de neuropédagogie. Alors nous connaître, on est une petite équipe, c'est vrai qu'à l'époque du train, on était quasiment 2,5 quand on a fait le train. Je ne sais pas qui l'a vu à Strasbourg, c'était le 5 novembre 2017. Non, vous êtes trop jeune. Hein. Bon, en tout cas, vous pouvez voir sur le site internet la grande aventure du train. Et aujourd'hui, on est un petit peu plus nombreux. Une équipe très soudée, très dynamique. On est heureux de travailler ensemble. Alors, on vous a remis 3 post-it que vous avez dans votre sac avant de démarrer. Le premier, il va servir au sondage 1. Le deuxième, au deuxième sondage à la fin de l'intervention. Et puis après, le troisième, vous l'utiliserez pour poser une question. Alors, si on a un petit panier ou une boîte, on mettra les post-it dedans. Et c'est anonyme. Donc vraiment, vous allez voir, les questions, elles sont très directes. Vous y répondez de façon authentique et sincère. Et de toute façon, il n'y a pas vos noms et on ne fait pas d'analyse d'écriture. On s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est vos réponses. Alors, un petit point sur les actions de l'association, parce que vous allez voir que ce sont des outils d'intérêt général qui sont gratuits et que vous allez pouvoir aussi utiliser. Alors, c'est simple, hein, il y a 10 mois, comprends-moi, accompagne-moi et parle-moi. Pour ceux qui regardent un peu les réseaux sociaux, vous avez sans doute entendu parler de Parle-moi récemment, qui est sorti en début de semaine. Alors, la première action, c'est une série de 50 vidéos que vous trouvez sur YouTube, qui sont gratuites, qu'on a coproduites avec nos partenaires québécois. On a tourné dans des crèches, chez des assistantes maternelles, dans des familles, des enfants en situation sincère, réelle.
et on a expliqué comment fonctionne le cerveau de l'enfant. C'est des petites vidéos de 2 minutes, il y en a 50 et ça traite de toutes les questions du développement de l'enfant. Donc vous pouvez les regarder ensemble, vous pouvez les partager avec les parents, avec vos équipes, vous les envoyer. Voilà, c'est sur YouTube et la série s'appelle 10 mois et c'est sur notre chaîne Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. On les a financées avec des fondations dans l'éducation et elles sont gratuites. Donc vraiment utilisez-les et je pense aux étudiantes et aux étudiants, vraiment n'hésitez pas à les partager entre vous. La deuxième action, c'est Comprends-moi. Alors, vous n'avez pas vu le train passer à Strasbourg, mais c'était un train de 300 mètres qui était rempli d'éléments sur le développement de l'enfant à la lumière de la science. Alors, quel est l'impact des écrans, par exemple, dans la vie de nos enfants ? Qu'est-ce qu'un sommeil de qualité chez le tout petit, la diversification alimentaire, les soins, la qualité de la relation, tout y est. Et voilà, maintenant c'est devenu un parcours pédagogique qui s'appelle le parcours des 1000 premiers jours et qui vient aussi expliquer, c'est des grands panneaux qu'on peut déplacer d'une région à l'autre et qui peuvent venir ici également. Voilà, on le voit là, ce parcours. Il est pour les professionnels et les parents parce qu'on a besoin aussi de se parler un langage commun autour du développement de l'enfant. Parce que s'il y en a un qui dit A, l'autre qui dit B, le troisième qui dit C, on ne peut pas bien accompagner le développement des enfants. La troisième action, c'est Accompagne-moi. Et ça aussi, c'est une action qu'on a co-construite avec nos partenaires québécois d'amélioration continue des pratiques éducatives. C'est-à-dire que ces pratiques, elles doivent bouger sans cesse parce que la science, elle bouge. Et quand on a des nouvelles connaissances, eh bien, on les applique sur le terrain. Voilà, c'est exactement le sujet de cette exposition. Le quatrième, c'est Parle-moi. C'est un MOOC. Un MOOC, c'est un cours à distance sur le numérique. C'est un MOOC de 3 heures avec une quarantaine de professionnels de la petite enfance de plusieurs régions qui parlent aux professionnels de la petite enfance. Et là, on balaye aussi tout le développement du jeune enfant à la lumière des neurosciences. C'est gratuit, c'est sur le site du ministère Solidarité Santé, de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, Prévention Pauvreté, sur notre site. Si vous suivez un peu les réseaux sociaux, vous pouvez le télécharger et vous pouvez l'utiliser dans vos équipes. C'est gratuit et c'est vraiment pour la communauté éducative, en tout cas pour tous les professionnels de la petite enfance. Alors, maintenant que vous nous connaissez un petit peu mieux, je voudrais que vous fermiez les yeux 30 secondes et je vous pose une question. Quelle est votre plus forte émotion d'enfant? Celle qui ne vous quitte pas et qui a pu modifier votre parcours de vie. Est-ce que vous avez des réponses? Oui, j'ai l'impression. Le rôle de nos émotions. Il y a quelques années, on ne parlait pas des émotions. On mettait une chape de plomb sur nos émotions. On disait aux petits garçons, il ne faut pas pleurer. C'est pas bien de pleurer. Or aujourd'hui, les neurosciences nous apprennent déjà cette première chose, c'est que nos émotions peuvent faire varier notre parcours de vie. Parfois, on s'est marié par émotion. On peut avoir pris une décision sous le coup d'une émotion qui ne va pas forcément être favorable ou qui peut être favorable. En tout cas, nos émotions, elles font partie de notre vie. Et on va bien voir la différence entre le rôle d'une émotion chez les tout petits et le rôle d'une émotion chez nous. Mais vous le savez, vous en avez fait l'expérience à l'instant, les émotions peuvent faire varier notre parcours de vie. On n'est pas égaux face à nos émotions. Pourquoi? Un petit, il a un cerveau très immature, on va le voir tout à l'heure. Il est incapable de gérer seul et de s'apaiser tout seul. Tout simplement parce que les connexions entre son cerveau supérieur qui régule les émotions et son cerveau des émotions ne sont pas matures, ne sont pas mûres.
Donc il est en incapacité de réguler son émotion. Alors que nous, on a plus d'expérience et on est en capacité de prendre du recul. Ça, c'est une grande différence du cerveau entre le tout petit et l'adulte. Alors, on a du mal à gérer nos émotions, c'est normal. Et plus les personnes sont proches de nous, plus c'est difficile. Avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos parents. Alors, dans cette première partie, on va voir ensemble notre quotidien avec les jeunes enfants. Il y a des choses qui vont vous rappeler des choses que vous vivez tous les jours. Dès le début de la vie, le bébé exprime des besoins. Quand un bébé pleure, c'est fatigant. Ça peut être culpabilisant. Ça peut être fragilisant. On peut, nous aussi, être en difficulté par rapport à ça. Un tout petit a un cerveau très très immature dès la naissance. Et les bébés, quand ils pleurent, ils expriment des besoins. Ils ne pleurent pas pour nous embêter. Et il y a à peu près 12 pleurs différents qui expriment chacun un besoin. Avant, on disait, on laisse pleurer les bébés, ils vont développer leurs poumons. Maintenant, on sait avec les imageries cérébrales que ce n'est pas vrai du tout. Un bébé, s'il pleure, c'est qu'il a un besoin. Et tout seul, il ne peut pas y répondre. Il ne peut pas aller ouvrir le placard et aller chercher le lait et se faire son biberon. C'est impossible. Il ne peut pas se changer tout seul. Quand il a besoin d'un câlin, il a besoin d'un câlin. Il ne peut pas se le faire tout seul. Un bébé qui pleure a un besoin. C'est physiologique. Et il y a 12 sons principaux que les bébés émettent. Et quand on entend bien, quand on écoute bien ces sons, eh bien chacun va exprimer un besoin différent. On le verra tout à l'heure. Les crises de rage. Alors on en voit quelques-unes, je suis sûre que vous en vivez un peu tous les jours. C'est une situation du quotidien, mais qui peut devenir absolument insupportable. Je vois les têtes qui bougent. Eh oui. Les caprices. Alors ça, c'est un sacré mot. Eh ben, on s'est rendu compte avec les neurosciences que jusqu'à la première maturation réelle du cerveau, vers 5, 6, 7 ans, arrivé vers l'âge de raison, on pense que les enfants font des caprices. Et maintenant, on sait que c'est lié à une immaturité du cerveau. Si un enfant fait une crise de rage, il crie, il pleure, il se roule par terre, c'est pas forcément parce qu'il veut quelque chose, c'est parce qu'il est envahi par une émotion et qu'il est en incapacité de la réguler tout seul. Et c'est pas parce qu'on va lui offrir nos bras ou qu'on va essayer de l'apaiser qu'on va en faire un enfant, comment on dit ? Un enfant tyran. Mais ça, on va bien le voir ensemble, on va voir d'où ça vient. Alors, arriver à rester zen dans toute cette situation, c'est super difficile. Vous le savez tous, ça nous met nous en difficulté, parce qu'on est souvent en miroir avec les enfants qu'on accompagne, alors qu'on est en capacité nous-mêmes de prendre du recul. Et on va voir comment. Alors je vous demanderai de sortir votre premier post-it, si vous voulez bien, et de répondre très, très honnêtement à cette question. Quand un enfant fait une crise de rage, qu'est-ce que je fais ? Alors vous notez juste le numéro. 1, je tape et je crie. 2, je le mets au coin. 3, je lui demande d'aller réfléchir seul dans sa chambre ou dans un autre espace. 4, j'essaye de dévier son attention. Et 5, je cherche à l'apaiser. Alors faites-le de façon très honnête. Vous hésitez. Si vous hésitez, vous pouvez noter 2 numéros. Voilà, je vous laisse répondre à cette question-là. Et puis peut-être l'une d'entre vous, vous pouvez ramasser les post-it. Merci beaucoup.
Moi, je ne veux pas regarder. Hein. Vous ne mettez pas vos noms, vous ne mettez pas vos prénoms. Alors, les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Pendant très longtemps, dans la littérature, l'histoire, la peinture, on a vu des enfants habillés comme des adultes. On les considérait comme des mini-adultes. Eh bien, aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on vous fait bien la différence entre l'évolution d'un cerveau d'enfant et un cerveau d'adulte. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se comporter de la même manière avec un tout petit et avec un adulte. Et ça, c'est une question de maturité cérébrale. Merci d'avoir trouvé une petite boîte. Alors c'est joli, un cerveau. Hein. On voit des connexions neuronales là, sur cette photo. Alors ça, c'est les caractéristiques du cerveau des tout petits. Quand je parle de tout petit, c'est jusqu'à l'âge de raison. L'âge de raison, c'est pas innocent. Hein. À 7 ans, il se passe des choses. Donc la première chose, c'est l'immaturité. Un bébé, quand il naît, il est très immature. C'est le plus immature de la nature. Quand les bébés animaux naissent, ils sont beaucoup plus matures que nos bébés humains. Nos bébés humains, seuls, ils n'existent pas. Ils sont incapables de répondre à aucun de leurs besoins. Ça, c'est parce que le cerveau est totalement immature. Ce n'est pas une page blanche, mais le cerveau est totalement immature. La deuxième chose, c'est la malléabilité, la plasticité cérébrale. Tout ce que l'enfant va découvrir dès la naissance va avoir un impact sur le développement de son cerveau. Et si ces actions sont répétées, ça va avoir un impact majeur. La malléabilité cérébrale, c'est aussi la capacité de résilience. C'est-à-dire que si l'enfant vit, on va dire, à la maison pendant le confinement, tous les jours, qu'il n'y avait pas la possibilité de sortir dehors ou que c'était très régulé et que ça, c'était pas très favorable pour le développement de son cerveau, eh bien, quand la vie reprend et qu'on peut retourner dehors, son cerveau va se remettre en marche. Et ça, c'est la malléabilité cérébrale. C'est une sorte d'agilité qui est très, très, très importante dans la toute petite enfance. Malléabilité, plasticité, réversibilité, c'est aussi la capacité de ce cerveau à réagir autrement, à retrouver un rebond, sauf si il y a des cas de maltraitance avérés. Et là, on sait que ça abîme véritablement le cerveau. Mais le cerveau du tout petit, il est particulièrement malléable et particulièrement plastique et avec des possibilités de résilience. Alors on voit nos enfants passer du rire aux larmes. Parfois on ne comprend pas bien. Le bébé et le tout petit sont l'émotion qu'ils vivent. Quand ils sont joyeux, ils sont la joie. On les voit sauter partout, on leur dit « mais non, arrête, ça suffit, arrête de bouger, de gigoter ». Ils sont la joie. Le cerveau est immature et si vous n'intervenez pas pour réguler son émotion, on va le voir après, de toute façon, il est l'émotion. C'est pas qu'il a une émotion, il est l'émotion. Quand il pleure. Quand il est triste, il est la tristesse. Quand il est dégoûté, le dégoût, c'est pas qu'alimentaire, hein, c'est une émotion face à l'injustice sociale. Quand on lui a pris son jouet et qu'il se met à pleurer, c'est du dégoût. Il est le dégoût. Quand il pleure, voilà, c'est ça qui se passe en lui. Il est envahi par cette émotion, parce qu'il n'a pas appris, il est tout petit, il n'a pas appris à réguler cette émotion. Donc on l'accueille comme ça, c'est normal. On va voir comment on va faire. Donc on voit les enfants passer du rire aux larmes, et ça, c'est tout à fait normal et habituel. Et nous, les parents et les professionnels, on n'est pas des super-héros. Et heureusement, parce que si on était parfait, ce serait pas très drôle. Hein. On a beaucoup de choses
à apprendre à réguler pour nous-mêmes aussi. On n'est pas des super-héros, donc comment on fait avec tout ça? On a notre propre histoire et on la trimballe forcément, cette histoire, dans la relation avec nos proches. Devenir parent et professionnel, c'est comme un tricot. Ça se tricote tous les jours. On ne naît pas parent, on ne devient pas professionnel comme ça. C'est énormément de compétences. Il n'y a pas plus compliqué que le développement de l'enfant. Il n'y a pas plus compliqué. Il n'y a pas de métier plus complexe que celui d'accompagner un enfant, un deuxième. Ils sont tous différents. Ils ont tous une histoire, ils portent tous une génétique différente. Il leur arrive tous des histoires, des quotidiens différents. Donc c'est extrêmement compliqué. Il faut beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, beaucoup de pratiques pour être un professionnel averti et un parent, on va pas dire un bon parent, mais un parent qui réfléchit et qui essaye d'accompagner au mieux son enfant. Il n'y a pas de parent parfait et il n'y a pas de professionnel parfait. Comme ça, on est tous sur la même longueur d'onde là ce soir. On a tous fait des erreurs, on a tous fait des essais. Et tant que les erreurs ne sont pas délétères pour le cerveau de nos enfants et le développement, ça va. En tout cas, tous les jours, il peut y avoir des petites mailles qui se détricotent. Et puis après, on retricote, et puis après, il y a de la stagnation. C'est un peu comme le développement de l'enfant. Et comme notre propre développement aussi quand on est professionnel et parent. Faut pas se culpabiliser. On essaye d'apprendre, on reste en veille sur les pratiques, on dialogue en équipe, on dialogue avec les parents, et puis on avance. Voilà, c'est un peu comme un tricot. Je n'ai pas trouvé d'autres images plus parlantes que le tricotage pour comprendre nos missions et nos métiers qui sont extrêmement compliqués. Mais en même temps, tellement prometteuses. Il n'y a pas plus prometteur qu'un enfant, c'est le citoyen de demain, c'est la société de demain, et il n'y a pas de métier plus important pour une société que les métiers de la petite enfance. Et il n'y a pas de mission plus importante que celle d'être parent. Ben oui, on a un impact sur la société de demain, alors que dans les autres métiers, c'est pas si évident que ça. Alors on va rentrer dans cette fascinante histoire du développement du cerveau de l'enfant, et je vais vous passer une première petite vidéo pour les premiers partages de connaissances. Dans ta tête, il y a 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, qui est là pour notre survie. Il nous fait réagir de façon instinctive quand on se sent en danger ou quand nos besoins profonds ne sont pas satisfaits. Il va provoquer 3 types de comportements. Fuir, attaquer, c'est ce que fait Mila, ou rester sidéré. Le cerveau émotionnel, qui nous permet d'éprouver toutes les émotions, joie, tristesse, peur, surprise, dégoût, ou comme Mila, de la colère. Et le cerveau supérieur, qui contrôle le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien. C'est lui qui nous permet d'être raisonnable, de réévaluer une situation, prendre du recul. Or, avant 5 ans, l'enfant est en proie à des tempêtes émotionnelles insurmontables. Les connexions entre son cerveau supérieur et les 2 autres cerveaux ne sont pas encore matures. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas contrôler seul ses émotions. Est-ce que le message vous semble clair ? Schématiquement, on a 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, on voit le cerveau vert, qui est le cerveau de la survie. Quand on a faim, on mange, quand on a soif, on boit, quand on est fatigué, on va se coucher. Ça, c'est le cerveau qui est le plus abouti quand le bébé naît. Il pleure en fonction de ses besoins et il émet des sons physiologiques qui sont différents les uns des autres. À nous de les interpréter. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau émotionnel. L'enfant, il est l'émotion qu'il vit. Et puis le troisième, qui est le cerveau supérieur, le bleu, petit à petit, les connexions se font en fonction des expériences. Et ces connexions se fabriquent quand les expériences, surtout, sont positives et qu'on agit avec bienveillance, avec patience auprès de nos enfants, auprès des enfants qu'on accompagne. Ça aide le cerveau
les connexions à se mettre en place et à mûrir. Ça, c'est très important. Parce que si on est dans le stress permanent ou si on intervient de façon très négative vis-à-vis d'un enfant, eh bien ces connexions-là, elles vont avoir du mal à se faire. Voilà. Et on comprend bien que le cerveau est très immature jusqu'à l'âge de raison. Avant 5 ans, c'est rarissime qu'un enfant arrive à réguler seul son émotion. Et puis il n'a pas vécu assez d'expérience aussi. Alors je cite toujours cet exemple de l'enfant à peu près 2 ans, 2 ans et demi, qui se promène avec nous dans la rue et qui voit un gros chien et il n'a jamais vu de chien de sa vie. Et il se met à hurler. La connexion neuronale n'est pas en place de « Ah mais tu sais, il y a une laisse, il y a un propriétaire, le propriétaire tient la laisse et la laisse tient le chien ». L'enfant, il n'a pas cette connaissance-là, il n'a pas cette appréhension-là, il n'a jamais vécu cette situation. Donc cette connexion, elle ne s'est pas faite. Donc si l'enfant est en proie à une grande peur, eh bien il est la peur. Et nous, on ne comprend pas, on lui dit « Mais arrête, tout va bien ». On regarde autour de nous avec notre position d'adulte, tout va bien. Nous, on sait que le chien il est tenu par la laisse et la laisse par le propriétaire. Donc on ne voit pas le souci. Alors que l'enfant, lui, il n'a pas vécu cette situation et il est en proie à une véritable tempête émotionnelle. Voilà. On n'a pas la même expérience et on n'a pas non plus du tout la même régulation émotionnelle. Alors vous l'avez vu, il y a 3 possibilités. Face à un grand stress qui peut générer une peur, une colère, une grande émotion, il y a des enfants qui ont plutôt tendance à fuir. Je suis sûre que vous avez des enfants en tête. Il y a des enfants qui fuient, mais il y a aussi des adultes face à des émotions très importantes qui ont plutôt tendance à fuir. Après, ça dépend des situations, mais il y en a d'autres qui attaquent. Ouais, je vois des visages qui acquiescent, ouais, il y a des enfants qui attaquent, qui griffent, qui mordent. Mais ça, c'est le cerveau émotionnel qui intervient. C'est la première réaction face au danger. L'enfant, il n'a pas le choix. Il peut attaquer comme il peut fuir. Et certains se figent. Il y a des enfants qu'on voit se figer totalement et qui n'arrivent plus à avoir une quelconque réaction. Mais il y a des adultes aussi. Alors je vais vous montrer un exemple. Ça c'est issu de la série dont je vous parlais tout à l'heure, la série 10 mois, avec les 50 petites vidéos de 2 minutes. Je vous passe la première, et il s'agit de la colère. La colère est une émotion qui bouscule, qui nous bouscule en tant que professionnels et en tant que parents, et qui est compliquée pour les tout petits. À 4 ans, Charlie a encore de la difficulté à gérer les émotions vives et intenses, telles que la colère et la frustration. Mais pourquoi est-ce si difficile pour un enfant de se raisonner lorsqu'il est envahi par la colère? Ces crises de colère sont le résultat d'une incapacité à gérer ses émotions, ce qui est bien normal à cet âge. Plus l'enfant est jeune, plus ce contrôle est difficile. Les structures frontales du cerveau, ces zones qui ont pour mission de nous aider à gérer nos émotions, se développent graduellement tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Cela veut dire que durant sa croissance, l'enfant développe peu à peu des freins lui permettant de mieux contrôler ses émotions intenses. En attendant la pleine maturité, c'est l'adulte qui joue ce rôle. L'adulte doit faire preuve d'une grande patience et éviter de céder lui-même à des émotions intenses. Inviter l'enfant à prendre de grandes respirations ou encore l'emmener à l'écart peuvent l'aider à s'apaiser. La mère de Charlie l'invite à mettre des mots sur ce qu'elle vit et ressent. Reconnaître et nommer son émotion
permet à Charlie de retrouver son calme. Le soutien et le réconfort d'un adulte sont nécessaires pour apaiser une crise, afin de retrouver le sourire plus rapidement. Alors cette scène, elle se passe au Québec. Le papa reste avec la petite fille. C'est pas très visible dans le film, mais il laisse pas la petite fille toute seule. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qu'on n'entend pas bien, que la maman prononce quand la petite fille sort de la maison. C'est très québécois. Elle lui dit est-ce que tu veux bien te coller un petit peu? Et te coller un petit peu, ça veut dire faire un câlin en québécois. Voilà. Et c'est vraiment ce qui apaise cette petite fille qui avait besoin de réconfort. Donc on voit bien comment réagit le cerveau et que ces structures frontales du cerveau, la partie bleue, n'est pas encore mature pour permettre à cette petite fille toute seule de réguler son émotion. Elle a bien besoin d'un adulte bienveillant auprès d'elle pour l'accompagner. Alors dans cette partie 2, maintenant qu'on a bien vu ce qui se passe dans le quotidien, et vous avez réagi, j'ai vu vos regards parce que je ne vois pas bien vos visages, mais j'ai vu vos regards, vous acquiesciez, et ce sont des situations que vous connaissez très très bien, ces situations de colère et de fortes émotions. On va maintenant plonger vraiment dans le cerveau de l'enfant et voir ce que nous disent les neurosciences, maintenant qu'on a déjà un petit bagage, et que vous aviez sûrement déjà aussi, en termes d'observation de l'enfant. Donc on voit là le résultat d'une tempête émotionnelle avec nos 3 cerveaux. Le cerveau archaïque, qui est le cerveau vert qu'on voyait tout à l'heure dans le premier film, qui est le cerveau de la survie, qui intervient immédiatement et qui est très mature à la naissance. Le cerveau émotionnel, qui est lié à l'amygdale. L'amygdale, quand il y a une peur intense, eh bien, l'émotion intervient tout de suite parce qu'il y a cette liaison. Et le cerveau supérieur, qui est ce cerveau qui mature très longtemps, jusqu'à peu près 25-30 ans. Vous voyez, donc ces connexions entre ces 3 cerveaux se font graduellement, comme le disait la vidéo, graduellement dans l'enfance. Et il y a des réactivations de fortes émotions, de moments peut-être pas très simples avec nos ados, mais ça c'est normal. Ces connexions, elles se mettent petit à petit en place jusqu'à 25-30 ans. Vous voyez, on est peut-être nous aussi, là, dans la salle, encore en prise. Alors, j'espère pas trop moi, parce que j'ai dépassé le stade, mais il y a des jeunes parmi vous. Et c'est normal, voilà, ça se met en place petit à petit. Alors, sous l'effet du stress, le stress, c'est un mot, on va l'aborder plusieurs fois, le cerveau émotionnel déclenche des hormones, ça c'est automatique. L'adrénaline et le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est très complexe pour l'enfant. Quand l'enfant est stressé, ça vient parfois bloquer des connexions neuronales et ça empêche le cerveau de bien se développer. Un enfant, s'il vit du stress régulièrement et de façon intense, ça va venir abîmer son cerveau. Je vous donne juste un exemple. Nous, on a évidemment entendu nos parents dire « dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi » à un tout petit. Un tout petit, il est incapable de comprendre ce que c'est que de se dépêcher. Il n'a pas la notion du temps. Et il est en miroir avec son parent ou le professionnel qui lui dit ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a 3 solutions. Face à cette situation, il se fige, il attaque ou il fuit. Ça, c'est les réactions de son cerveau. Un enfant qui est stressé, il est incapable, jusqu'à au moins l'âge de raison, de réguler ce stress tout seul, surtout qu'il est en face d'un adulte stressé. Donc plutôt que de dire « dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi », on peut dire à un enfant, quand on doit partir à la crèche par exemple, ici tu as ton manteau, là tu as tes chaussures, quand tu auras mis ton manteau et tes chaussures, là c'est des repères spatio-temporels, on va pouvoir partir à la crèche. Et là, pas de stress. Ces hormones, elles freinent la production d'autres hormones qui sont très importantes pour la maturation cérébrale, qui sont la sérotonine, la dopamine, les endorphines et l'ocytocine.
toutes ces hormones sont ce qu'on appelle les hormones du bien-être. Ce sont des hormones qui vont favoriser le fonctionnement cérébral et qui vont aider à tous les apprentissages. Un enfant qui fait quelque chose avec plaisir, qui aime la lecture par exemple, qui adore qu'on lui raconte des histoires, il va apprendre du vocabulaire, il va arriver à l'école avec un large panel de vocabulaire et il va être en capacité d'aller plus loin encore dans ses compétences. Et ça, c'est grâce à ces hormones. Si on oblige un enfant à faire quelque chose, alors parfois, oui, bien sûr, dans la vie quotidienne, il faut le faire. Mais si on choisit quelque chose pour un enfant, pour développer des compétences qu'il ne souhaite, qu'il n'est pas prêt à développer à ce moment-là, eh bien, on va plutôt mettre du cortisol, son cerveau va être envahi de cortisol, et il va avoir, évidemment, il ne va pas être intéressé à aller plus loin dans son exploration, et ça va freiner ses compétences. Le stress bloque les apprentissages. Ça, c'est important. Le cerveau du tout petit, il n'est pas en capacité de dealer, de gérer le stress, parce qu'il n'est pas encore mature. Hein, c'est pas étonnant l'âge de raison à 7 ans. C'est l'âge où un enfant il peut commencer à s'asseoir, faire des apprentissages fondamentaux. Avant, c'est très compliqué. D'ailleurs, en Suède, dans les pays nordiques, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, les enfants restent à la crèche jusqu'à 7 ans, jusqu'à l'âge de raison. Il n'y a pas d'apprentissage fondamentaux avant. Alors on voit ici pourquoi les hormones du bien-être sont si essentielles. L'ocytocine développe l'empathie. L'empathie, elle est naturelle chez le bébé. Quand il naît, il est doué d'empathie, comme de sentiment de justice sociale. Ça permet de diminuer le stress, ça c'est le cercle vertueux. Ça permet d'avoir des relations de confiance entre les enfants et avec les adultes. Ça permet évidemment plus d'amour et d'amitié et de coopération entre les enfants. Les hormones, elles sont très importantes hein, dans la vie de nos enfants et dans notre vie à nous. Alors je vous propose un petit exercice du cerveau dans la main. Vous vous souvenez de cette première petite vidéo qui décrivait les 3 cerveaux et les 3 réactions des enfants face à un niveau de stress intense. Voilà, on va mettre notre main comme ça. Là, vous avez l'amygdale ici. Là-haut, le cerveau supérieur, le cerveau bleu. Là, vous avez l'enfant avec ses émotions. Un enfant qui reçoit une émotion, eh bien, il est en frontal comme ça. Il ne faudrait pas que j'ai de micro, mais je vais le garder quand même. Quand un cerveau mûrit, petit à petit, le cerveau supérieur vient calmer l'amygdale parce que les connexions neuronales se font entre le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien qui est le cerveau de la survie. Donc petit à petit, dans l'enfance, dans l'adolescence et à l'âge adulte, notre maturation, elle se fait comme ça. Hein, ça permet, notre cerveau supérieur, il vient petit à petit calmer et réguler les autres cerveaux. L'enfant, il est comme ça, et quand on grandit, eh bien, quand on mûrit, quand on devient adulte, eh bien, on est en capacité de réguler nos émotions, et là, on voit bien la forme du cerveau, c'est-à-dire qu'on peut calmer l'amygdale, et les connexions neuronales sont bien en place. Voilà. Mais nos enfants, ils réagissent frontalement sans filtre. Voilà, ça c'est un petit exercice que vous pouvez faire quand vous êtes dans une équipe et que c'est compliqué. Vous dites, t'es comme ça ou t'es comme ça là? Ben, moi je suis plutôt comme ça. Ok, ben, je vais passer le relais. Est-ce que tu veux bien t'occuper de tel enfant? Ça va être plus simple de passer le relais. Voilà, au travers des Oculus, là vous pouvez vous faire le cerveau dans la main. Comme ça on se comprend vite. Et le message est clair. Alors, une chose très importante de ce que nous enseignent les neurosciences. Jusqu'à il y a à peu près 20 ans, mais cette connaissance, elle n'était pas très partagée, notamment en France. On pensait que quand on naissait avec un certain capital génétique, on allait le conserver toute sa vie. On a les dents tordues ou les
doigts de pied tordus de sa maman, on a les dents qui se chevauchent de son papa, on a les cheveux raides, le mauvais caractère du grand-père, et qu'on va le garder. C'est déterminé, c'est comme ça. On pensait que les gènes déterminaient l'évolution d'un enfant. Et bien maintenant, les neuroscientifiques nous disent que c'est à peu près 50-50. On est avec un capital génétique, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir gommer, comme les doigts de pied par exemple, mais sur le caractère, on va pouvoir faire des choses. Et ça, c'est l'autre part qu'on appelle la part épigénétique, c'est-à-dire le quotidien de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant va vivre tous les jours qui va avoir un impact sur son développement. Et ça, c'est notre métier, c'est notre mission de parents et c'est notre métier de professionnel. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va apporter tous les jours dans le quotidien d'un enfant pour l'aider soit à corriger des difficultés génétiques, soit à grandir, évidemment, dans son développement. C'est la qualité de la relation, d'abord. Ensuite, la qualité du sommeil, la qualité de l'alimentation. Sortir un enfant tous les jours dehors, mais ici, vous êtes dans une région formidable. Au Québec, par exemple, les enfants passent à peu près 4 heures par jour dehors jusqu'à moins 27. Donc il y a de quoi faire, hein. Il y a de la marge dans le pays de Beach, ça va. Et ça, c'est très important pour le développement d'un cerveau. Très, très important. Interagir avec le vivant, avec la nature, ça passe par tous les sens. Un enfant, il se développe grâce au sensoriel, au toucher, à l'ouïe, au goût. Il va développer son cerveau grâce à ce rapport en direct avec la nature. Voilà, la qualité de la relation à ses parents, aux professionnels qui l'entourent va avoir un impact fondamental pour son développement. Et puis évidemment tout le reste. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Les neurosciences nous apprennent que l'épigénétique, l'absence aussi de perturbateurs endocriniens, de parabènes, de toxiques du quotidien, de stress, va permettre à un enfant de très bien se développer. Et ça, c'est nous. On est les artisans de l'épigénétique. On est des épigénéticiens, voilà, les professionnels de l'enfance et les parents, parce qu'on va agir sur cette part de à peu près 50% pour aider la première part. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme. Un enfant qui naît avec un capital génétique compliqué, eh bien, on va pouvoir, par notre action quotidienne, aider le développement de cet enfant. Ça, c'est très très important à comprendre, et c'est ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas déterminé. Quand à la naissance c'est compliqué, on va pouvoir accompagner ce développement dans les meilleures conditions. Alors dans cette partie 3, ce que je vous propose, c'est de voir comment on va pouvoir ajuster nos pratiques. Et puis sans culpabilité, parce qu'on a tous fait des essais-erreurs, c'est normal. On n'est pas là pour se jeter la pierre, hein, surtout pas, mais pour comprendre comment, à la lumière de ce qu'on sait maintenant, on peut maintenant avoir une action sur nos pratiques. Alors le premier message que j'avais envie de partager avec vous, c'est le message sur l'attachement. Est-ce que vous êtes tous à peu près au clair avec ce qu'est l'attachement, ces premiers liens qui se tissent avec nos enfants? L'attachement, je vais essayer de le résumer, c'est un trésor pour toute la vie. C'est le plus beau des trésors qu'on puisse offrir à nos enfants. C'est comme un arbre. Si un arbre n'a pas de racines, eh bien, il va très vite être instable et avoir du mal à se développer. Un enfant, il a besoin de s'enraciner. Et un jour, il prendra ses ailes. Parce que les enfants, ils ne nous appartiennent pas. Un jour, quand ils prennent leurs ailes, eh bien, ils vont explorer le monde. Un enfant, il est fait pour explorer le monde. Ça, c'est dans nos gènes. Mais pour explorer le monde dans les meilleures conditions, pour s'ouvrir au monde, pour expérimenter, il a d'abord besoin d'être enraciné. Il est enraciné grâce à la qualité de la relation d'attachement qui noue d'abord avec ce qu'on appelle son donneur de soins principal. C'est souvent la mère, ça peut être le papa, ça peut être dans le cadre d'adoption des parents, un tuteur de résilience. En tout cas, cet enfant, il a besoin de s'attacher. S'il ne s'attache pas, il n'existe pas. Donc l'attachement, c'est ces liens qui se tissent au fur et à mesure de l'accordage. On s'accorde à l'enfant, qui s'accorde à nous,
Et ça, c'est ce temps, c'est pour ça que Didier parlait du congé de paternité, hein. On a besoin de ce temps-là, quand on devient parent, pour tisser des liens d'attachement. Le lien, plus il est tissé serré, plus il est solide. Et il va durer toute la vie. Comme disait Madame tout à l'heure, oui, ces relations-là, elles durent toute la vie, entre enfants, parents, et aussi avec les professionnels qui prennent le relais. Voilà, on l'a illustré comme ça. On a fait faire un dessin, et ce dessin, c'est ce nénuphar avec la libellule. Ah, est-ce que vous connaissez le porte-avions qu'a fait dessiner Nicole Guednet? Ça vous dit quelque chose? C'est la même notion. On n'a pas utilisé le porte-avions, mais on a fait faire ce dessin. Ce nénuphar, il est enraciné. Dans le lac, là, il est bien stable. Quel que soit le vent, quels que soient les remous et les petites vaguelettes, il va rester enraciné. Hein, c'est comme un parent ou un professionnel qui va assurer le relais. Il est stable, il est inconditionnel, il va toujours apporter la réponse aux besoins de l'enfant, qui de toute façon, sans réponse aux besoins, il ne va pas pouvoir avancer. Hein. Donc on a ce rôle, on joue ce rôle de nénuphar. Et puis l'enfant, c'est la libellule. Quand il a des besoins, il revient vers sa figure d'attachement. Vous voyez les enfants dans une pièce à la crèche, ils vont explorer, ils vont dans le coin symbolique, et puis de temps en temps, ils ont besoin d'attachement, ils reviennent vers vous, ils se mettent sur vos genoux, ou ils ont besoin d'un câlin, ils se mettent à côté de vous. Et ben, ils font ce va-et-vient pour voir si l'attachement, si la figure d'attachement, elle est bien solide. Ben, chez les parents, c'est pareil. Les enfants, ils font ce va-et-vient comme la libellule, et ils ont besoin de venir se ressourcer, re-remplir leur réservoir d'amour et leur réservoir d'attention, parce que sinon, ils ne peuvent pas explorer le monde. Un enfant qui n'est pas attaché va avoir des difficultés à être sécure, à avoir une sécurité affective pour explorer le monde et petit à petit devenir un adulte responsable, un citoyen, etc. Donc vous voyez bien ce dessin qui illustre la question de l'attachement avec l'enracinement de ce nénuphar et puis l'enfant qui fait ses va-et-vient. Chaque fois qu'il a besoin, il vient vers sa figure d'attachement pour repartir et explorer le monde. Alors ça, c'est notre premier message. Le deuxième, c'est décoder les pleurs de bébé. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, un bébé seul n'existe pas. Quand il pleure, c'est qu'il a un besoin. Si on ne répond pas à son besoin, c'est de la détresse, du stress, qui va être néfaste pour le développement de son cerveau. Alors vous verrez, là ça fonctionne pas très bien, mais vous verrez sur notre site internet, sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir accéder à une vidéo qui va vous décoder les 12 sons principaux dont je vous parlais, qui sont des pleurs. Chaque pleur correspond à un besoin parce que c'est physiologique. Le son qui est émis, il est émis par le corps parce qu'il vient exprimer un besoin. Ça, vous le verrez sur la chaîne YouTube. Et puis, je vous propose cette vidéo. Sarah veut grimper sur la table à langer, qui est malheureusement déjà occupée par un autre enfant. Contrariée, elle verse quelques larmes. Mais pourquoi les enfants pleurent-ils ? Le petit Olivier tente de consoler Sarah. Mais Sarah ne recherche pas du réconfort. Elle pleure pour une raison bien précise. En étant sensible et attentive, l'éducatrice peut mieux comprendre ce que Sarah veut communiquer par ses pleurs. Interpréter les pleurs d'un bébé ou d'un jeune enfant est parfois une tâche difficile. Cela peut devenir une source de stress et de préoccupation, tant pour les parents que pour les éducateurs. Lors des premières semaines de vie, les pleurs peuvent être imprévisibles et inconsolables, mais ils jouent un rôle important pour la santé et le développement normal du nourrisson. En y répondant affectueusement, l'adulte contribue au lien de confiance si important pour le développement de l'enfant. Après l'âge de 5 mois,
Les pleurs de l'enfant deviennent un moyen de communiquer ses intentions et ses désirs en attendant de pouvoir utiliser des mots. À travers ses larmes, Sarah communique simplement son envie de grimper sur la table à langer. En répondant avec patience et bienveillance aux désirs de Sarah, l'éducatrice la rassure et contribue à développer un lien de confiance. Sarah a retrouvé sa bonne humeur. Ça vous rappelle des souvenirs de cette semaine? Pas que de cette semaine. Alors le message 3 que je voulais partager avec vous, il concerne l'empathie naturelle. Vous avez vu ce petit garçon qui essaye d'apaiser Sarah? C'est très mignon, hein? Eh bien, tous les enfants naissent doués d'empathie. L'empathie est un état qui a besoin d'être encouragé par les adultes qui entourent les enfants. Et en encourageant l'empathie et l'altruisme, eh bien, petit à petit, on va réussir à construire une meilleure société parce qu'on va éviter et prévenir les difficultés, les morsures et toutes les réactions agressives du quotidien. Voilà, je vous propose encore une vidéo. Qu'est-ce qui motive Raphaël à aider? Est-ce simplement pour s'amuser ou pour se rendre utile et faire plaisir à l'adulte? À la fin de la matinée, tous les petits trotteurs aident volontiers à arranger. On n'a pas besoin de le leur demander, ni de les remercier. On voit qu'ils prennent même un certain plaisir à ce travail en équipe. Louise s'apprête à ranger la dernière pièce du jeu. Alice l'attrape avant et se sauve. Louise est déçue et frustrée d'avoir été empêchée de finir cette tâche. Pour savoir ce qui motive les enfants à aider, des chercheurs ont imaginé une situation expérimentale. Alma, 3 ans, regarde une scène sur un écran vidéo qui mesure à son insu la dilatation de ses pupilles. Plus les pupilles se dilatent, plus l'enfant est agité. L'assistante de recherche fait tomber accidentellement un gobelet et indique qu'elle a besoin d'aide pour le récupérer. Alma, qui sait qu'elle peut contourner l'écran, court spontanément ramasser le gobelet. La même situation se reproduit, mais cette fois, son papa a reçu la consigne de la retenir. La dilatation de ses pupilles est alors multipliée par 3. Le fait de ne pas pouvoir aider suscite chez Alma une grande agitation. Dès que son papa relâche son étreinte, elle court ramasser le gobelet et ses pupilles retrouvent une dilatation normale. Les enfants ont une propension naturelle à aider et ils sont stressés quand ils ne peuvent pas le faire. Les petits trotteurs aident de façon désintéressée, mais pour avoir envie de le faire, ils doivent comprendre clairement ce dont l'autre a besoin. Partager avec eux les tâches quotidiennes développe leur intelligence et les entraîne à coopérer. La coopération, on en parlait tout à l'heure, avec ces hormones du bien-être, notamment l'ocytocine,
qui permet d'avoir des relations empathiques et d'entraide entre les enfants et de favoriser la coopération. Donc ça, c'était notre troisième message. Le quatrième que je vous propose, c'est de regarder l'enfant qui grandit et ses besoins également. Alors l'enfant, on peut le considérer comme un chercheur. Vous voyez un bébé qui va chercher une petite marguerite, une fleur, qui va la détailler, qui s'émerveille, qui peut rester quasiment 10 minutes, même tout petit, avec un objet qu'il découvre. Il va tester toutes ses lois naturelles, il va le faire tomber, il va tester la pesanteur, il le fait tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois, 30 fois. C'est pas la peine de le ramasser et on peut le mettre par terre et puis il teste lui-même. Il va regarder la couleur, il va sentir, il va tester cet objet par tous ses sens. Et c'est comme ça qu'il va apprendre. Évidemment, il va lécher l'objet, il va le tester avec la bouche, ça c'est normal. Et on voit vraiment dans la posture des bébés et des tout petits, leurs regards qui sont vraiment des chercheurs, des grands explorateurs. Et l'attitude de l'adulte face à ces enfants, c'est évidemment de les laisser explorer. C'est comme ça, à leur rythme, qu'ils vont apprendre toutes les propriétés naturelles de ce qui les entoure. La deuxième chose, c'est que l'enfant, plus il grandit, plus il a besoin d'un cadre structurant, qui ne sont pas des limites, mais qui est un cadre bien défini. Et ce cadre va évoluer, évidemment, en fonction de l'âge, des capacités et des défis que va relever l'enfant quotidiennement. Il apprend de toutes ses expériences, c'est important de le laisser expérimenter, de faire des essais, des erreurs, c'est comme ça qu'il va apprendre le monde qui l'entoure. Et toutes ces expériences vont sculpter ce qu'on appelle son disque dur cérébral, c'est-à-dire cette première expérience qui va créer une connexion neuronale, qui va se renforcer, qui va se consolider grâce à l'expérience. Ça, c'était le quatrième message. Le cinquième message, c'est comment faire face à une crise de rage. Je vous ai dit tout à l'heure, on va revenir dessus et on va voir les étapes. Parce que ça, vraiment, c'est compliqué. Alors, la première chose, souvent, on se dit « Oh là là, là, il y a une crise de rage, il faut tout de suite que je trouve la solution. Il faut tout de suite que j'intervienne et que je réagisse. » En fait, 80% du travail, c'est d'accueillir l'émotion. Vous êtes là, vous êtes présent, vous pouvez être à hauteur de l'enfant. C'est déjà essentiel. Essentiel. Souvent, on passe trop vite à l'étape d'après. L'accueil de l'émotion, c'est fondamental. On a besoin de l'écouter, il a besoin parfois d'être rassuré. Voilà, l'accueil. Ensuite, d'écrire. Ce que je vois, c'est que tu pleures, tu es crispé, tes petits poings sont fermés. L'enfant, qu'est-ce qu'il va penser? Eh bien, il se sent reconnu dans son émotion. Son émotion, c'est comme s'il était blessé. Il se passe quelque chose en lui, ça bouillonne, il est incapable de gérer ça tout seul. On accueille, on met des mots. Ce que je vois, je suis concret. Je ne juge pas la situation, je ne juge pas la place de l'enfant. Ce que je vois, c'est que tu pleures, que tes petits poings sont crispés, que tu tapes le sol. Je décris la situation. Ensuite, je peux mettre des mots. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es fâché? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu as peur? L'enfant, il va savoir vous dire. Il y a des enfants qui font bien la différence entre je suis en colère et je suis fâché, par exemple. Et l'enfant, s'il n'a pas les mots, son corps va parler. Et s'il a les mots, il va vous le dire. Après, on va regarder l'intensité. Est-ce que tu as une très grosse peur ou une petite peur? Et face à ça, là encore plus, on monte d'un cran dans la reconnaissance de l'enfant qui est blessé. Et là, on va pouvoir ajuster notre posture. Donc, je vois ce qui se passe, t'as pas pu jouer avec ton copain, t'as pas pu ranger les blocs avec l'éducatrice, t'as été frustré par ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, l'expression. J'accueille ta tension et je te propose des options. Alors, l'option, ça peut être un câlin,
où on va faire autre chose. Si tous les blocs sont rangés, eh ben, on va faire une autre activité ensemble, on va passer un petit moment ensemble, on va lire une histoire, et là, on permet la résolution et la libération de la tension. Et ça, c'est des étapes qui sont vraiment importantes. Parfois, on peut passer de la 3e à la 5e, mais tout dépend de l'intensité et tout dépend de l'âge aussi de l'enfant, si c'est un bébé ou un plus grand. De toute façon, on va vous fournir la présentation et vous pourrez la consulter tranquillement. En tout cas, ce qui est important, c'est déjà d'être là. Quand l'enfant sait que vous êtes là, vous êtes son point d'ancrage, ses racines, et il vous sent solide. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. S'il y a quelqu'un d'insécure face à lui, ben, il n'y aura pas le même effet. Et ensuite, on passe aux petites étapes de la résolution. Mais déjà l'accueil, je suis là, je suis avec toi, c'est 80% du traitement de cette situation crise de rage. Alors, si on concluait ensemble, des messages rapides. Un message qui est confirmé par la science. Quand on donne de l'amour, ce n'est pas une récompense. L'amour, c'est le sel de la vie. Il n'y a pas plus important que de montrer à un enfant que vous êtes là, que vous êtes solide, que le lien d'attachement, il est inconditionnel. Ça, c'est fondamental. C'est du carburant, comme dit Isabelle Filiosa. Deuxième message, deuxième conclusion, on a tous des équilibres de vie différents. Il y a des facteurs de risque, on a vu, il y a le Covid, il peut y avoir de la pauvreté, il peut y avoir de la génétique compliquée. Et notre métier et notre mission de parents, c'est d'équilibrer cette balance. En face, plus il y a de risques, plus il faut mettre de facteurs de protection. Et ça, cette balance, elle s'équilibre dans la vie à des moments différents, suivant les expériences que l'enfant va vivre. Il va se mettre en risque ou pas, ou il va subir des difficultés. Et bien en face, on va équilibrer la balance avec des facteurs de protection. Et ça bouge tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est important de rester en veille, parce que cet équilibre n'est pas facile et qu'on a besoin d'être en équipe, de dialoguer entre parents et professionnels pour arriver à trouver ce juste équilibre. Et c'est pour ça que nos métiers ne sont pas simples et que être parent, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas simple non plus. Alors juste, ça c'est Thomas d'Ansembourg qui nous a fourni cette petite illustration. Maman me disait, tu serais gentil de ramener de bonnes notes, et moi j'entendais, je t'aime si tu me ramènes des bonnes notes. On a été nombreux à entendre ça dans notre enfance. Ça c'est pas de l'amour. L'amour c'est inconditionnel. Alors ça nous laisse le temps de retourner vers le sondage. Et je vais essayer de remettre la slide du début pour voir quelles sont vos réponses. Ouais. Je voudrais ajouter qu'on travaille beaucoup avec les Québécois. Vous avez remarqué ces petites intonations bien particulières. Et on apprend énormément de nos amis québécois. On a eu la chance de faire un voyage d'études, malheureusement avant le Covid, avec une trentaine d'élus des villes que l'on accompagne. Et on espère avoir l'opportunité de renouveler cette expérience. Nos amis québécois, ils ont une phrase qu'on adore, enfin ils en ont deux. La première, c'est de dire on va changer le monde, mais un enfant à la fois. Donc je pense qu'on a du travail devant nous et vous êtes vous directement en prise avec ces enfants qui vont changer le monde. Et je pense que la conférence de Nathalie illustre très bien tout ça. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas toujours tous d'accord. Et là, je pense plutôt, j'ai vu vos regards par moment où vous cherchez le regard d'une collègue et en disant ça c'est quelque chose qu'on a vécu entre nous. Nathalie parlait de cette possibilité de montrer la position du cerveau. Nos amis québécois, quand on dialogue avec eux, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Et à ce moment-là, et ça nous arrive beaucoup en équipe, Nathalie voit très bien où je veux en venir, c'est que
plutôt que de dire non mais t'as ton point là, non, non ça c'est nul, non mais écoute ce que j'ai à te dire, enfin non mais tu comprends pas. Mais non mais attends, écoute-moi. Les Québécois ils sont pas du tout comme ça. Ils sont... Qu'est-ce qu'ils disent, Nathalie? Ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser tous les jours. On n'est pas d'accord sur un dossier. C'est quoi ton niveau de confort par rapport à ma proposition? Bon, moi je suis à 6 sur 10. Ok, moi je suis plutôt à 9 sur 10 parce que c'est ma proposition. Et bien ensemble, on va tâcher d'arriver à 10. Ça veut dire qu'on est au même niveau. On est face à l'intérêt de l'enfant et on doit trouver une résolution. Mais il n'y a pas il y en a un qui a une parole plus forte que l'autre. On regarde le degré de confort de chacun avec la solution proposée et puis on travaille ensemble pour arriver à quelque chose qui convient à chacun. Et ça, c'est vraiment important parce que ça nous évite le conflit primaire, en fait, pas très constructif. Et là, vraiment, on réfléchit ensemble. Alors, je te laisse pour les résultats. Non, ça nous arrive en équipe, même entre nous, puisque... Alors, vous n'avez peut-être pas compris tout à l'heure, il y avait une slide, on voyait toute notre équipe, on est 17 maintenant, et tous avec des lunettes de couleurs différentes. Alors, simplement, c'est qu'on veut changer le regard sur l'enfant. Et c'est pour ça que vous le voyez souvent dans notre communication avec des lunettes un petit peu différentes, parce que c'est le message qu'on veut faire passer. Alors, les résultats du sondage, c'est intéressant. Donc, vous avez été un peu plus d'une cinquantaine à vous exprimer. Alors, ce qui est très rassurant, c'est qu'un tiers d'entre vous ont répondu que leur attitude était de chercher à apaiser. Donc, c'est plutôt très encourageant. La deuxième cohorte, comme on dit dans les études, c'est donc un deuxième tiers, on dit, j'applique soit le 4, soit le 5. Donc, je cherche à dévier l'attention de l'enfant, soit je cherche à l'apaiser. Il y a une personne qui a répondu j'hésite entre 4 et 3, mais 3 quand je suis fatigué. J'ai adoré cette réponse. Alors, il y a des professionnels qui nous ont dit quand on demande à un enfant de s'isoler, c'est l'histoire de Tilly. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ah oui, ça c'est à l'école. Quand il y a un enfant qui est très agité ou qui gêne les autres, c'est une directrice de jardin d'enfants pas loin du bureau qui lui dit écoute, ce que je te propose c'est d'aller mâchouiller de l'eau. Donc il part avec son petit verre, il va dans la cuisine et il mâchouille de l'eau. C'est comme s'il respirait, puis quand il revient il est vraiment calmé. Bon, on a plein de petits trucs comme ça à partager. On va en parler tout à l'heure si vous souhaitez. Alors après, très peu, donc à peine 10% ont choisi entre 3 et 5. Un nouveau 10% ont choisi 3 tout seuls. Je lui demande d'aller réfléchir. On est toujours dans cette démarche d'isolement. Les Québécois, ils utilisent une expression aussi. On le voit dans une vidéo, on ne pourra pas toutes les voir ce soir. Il y en a 50. Nathalie vous redonnera comment les voir. Et les Québécois, ils disent mets-toi dans ta bulle. Et on a une petite vidéo qui est assez formidable, où il y a des enfants qui viennent vers une petite fille et qui essayent de lui parler, et elle dit « laisse-moi dans ma bulle ». Et c'est des expressions qu'ils utilisent comme ça. Et alors la grosse différence qu'il y a dans toutes ces vidéos avec ce que, en général, sont des vidéos qui sont produites, où on crée des situations. Toutes ces vidéos qui ont été tournées au Québec ont été tournées, comme ils l'appellent, caméra sur l'épaule. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont filmé des situations et après, on a classé dans les différentes catégories. Donc il y en a 50 à explorer et si vous faites des petites réunions entre collègues, vous en prenez une au hasard et puis vous travaillez dessus. Alors après, il y en a 2 d'entre vous qui ont dit qu'on hésite entre 2 et 5. Nous, on n'est pas très pour le mettre au coin. C'est vraiment... Voilà. Et puis, j'ai envie de dire heureusement, il n'y en a que 2 qui ont choisi l'option 1 et 3 ou 1 et 5. Mais ça, c'était le début. C'était le début de notre rencontre. Maintenant, on sait bien comment fonctionne le cerveau de l'enfant. Et l'isolement, c'est un isolement sensoriel, comme dit Boris Cyrulnik. La niche sensorielle, elle n'est pas là. Le bébé sans niche sensorielle, il n'existe pas.
Donc isoler un bébé, ça n'a pas de sens, ça va générer du cortisol, du stress dans son cerveau, il a 3 solutions, il attaque, il fuit ou il se fige, mais en tout cas c'est néfaste pour le développement de son cerveau. On a vu après comment pouvoir intervenir, déjà se faire du bien à soi-même, réguler sa propre émotion pour pouvoir accueillir celle de l'enfant et puis l'accompagner dans la résolution. Bon, bah, c'est très prometteur tout ça. Je vais revenir sur la fin. Voilà. On en était à la conclusion. Et si vous voulez sortir votre deuxième post-it et répondre à ces questions-là, à ce moment-là, vous mettez le numéro et oui ou non. Voilà, et puis de la même façon, on va les ramasser quand vous aurez terminé. Donc, est-ce que les connaissances partagées vous semblent 1. Très utiles, oui ou non, 2. Accessibles, oui ou non, 3. Adaptées, oui ou non, 4. Convaincantes, oui ou non, et 5. Est-ce que je souhaite ajuster ma posture éducative à la lumière de ce qu'on a partagé ensemble ce soir, oui ou non? Alors si vos questions sont prêtes, si vous voulez bien lever la main, comme ça on vient ramasser les post-it. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions, hein, mais s'il y a des choses qui vous taraudent, n'hésitez pas, on va y réfléchir ensemble. Vous pouvez les poser, si vous voulez le micro, eh bien vous levez les 2 mains, comme ça c'est clair. Ça y est. Une main, c'est ramassage des questions. 2 mains, c'est le micro. Je voulais savoir, quand vous parlez des couleurs des archétypes, vous avez identifié 12 couleurs différentes. Est-ce que c'est 12 couleurs qui sont universelles? On va les retrouver chez tous les enfants? Super intéressant. Merci beaucoup. J'aurais dû le dire tout à l'heure. C'est le langage universel des bébés. Alors vous allez voir quand vous irez sur le site, vous pouvez aussi faire une recherche thématique sur YouTube et vous allez tomber sur cette vidéo qui est faite par une Australienne qui s'appelle Priscilla Dunstan, qui a l'oreille absolue. Et en ayant l'oreille absolue, c'est un don, hein, elle a pu entendre très finement les différences entre les pleurs du tout petit. Et jusqu'à environ 4 mois, tous les bébés dans tous les pays du monde pleurent de la même manière pour exprimer les mêmes besoins. C'est ce qu'on appelle le langage universel des bébés. Et à partir de 4 mois à peu près, la prosodie de la langue vient se poser sur le langage du bébé et les bébés vont avoir cette empreinte culturelle qui va faire qu'un bébé chinois ne va pas pleurer de la même manière qu'un bébé russe ou un bébé français. Mais jusqu'à à peu près 4 mois, la nature est très bien faite parce que ça permet aux parents de s'accorder et aux professionnels aussi de bien s'accorder aux différents sons émis. Et un son correspond à un besoin physiologique. C'est pour ça que les sons sont différents. Un bébé ne pleure pas de la même manière quand il a faim que quand il est inconfortable ou quand il a besoin d'un câlin. Donc ça vraiment, c'est... J'aurais dû vous poser le sondage après les questions, mais... Merci de cette question. Une main ou 2 mains? Une, ça veut dire que vous avez fait votre question? Quand vous levez 2 mains, c'est que vous voulez le micro. 2 mains? Allez. Je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à la cortisol. On peut aussi rajouter la cataplexie. On n'en parle presque jamais, mais les enfants qui dorment parce qu'ils ont été choqués, parce qu'ils ont beaucoup pleuré, ils ont été... on les a pas du tout, on ne s'est pas occupé d'eux, ça arrive énormément. Les parents récupèrent leurs enfants qui dorment tout le temps, qui sont vraiment un peu inertes. Oui. Voilà. Ouais, il se passe des trucs avec les hommes à côté là. Il y a de l'émotion, c'est de la joie. C'est juste pour c'est quelque chose d'important, il n'y a pas que se figer, fuir ou attaquer, il y a aussi la cataplexie et c'est quelque chose à prendre en compte. On ne le fait pas assez souvent et souvent les parents peuvent parfois réceptionner leurs enfants dans des états assez incroyables de cataplexie et voilà, c'était juste pour
pour rajouter ce petit point. Merci beaucoup, c'est une précision très utile. On a deux questions. Oui, avec micro ou sans micro? Puis on a ok. on a regroupé. La première, c'est au niveau de l'endormissement de l'enfant. Donc, comment gérer les pleurs du soir et comment voilà. Organiser efficacement le coucher du soir. Alors, il y a beaucoup de psychologues qui disent que s'endormir, c'est se séparer. L'enfant doit être en sécurité affective, en tout cas quand il s'endort. Ça, c'est très important. Il y a des âges de la vie où l'endormissement est plus compliqué, surtout autour de 10 mois à 1 an. Et pendant les périodes sensibles de l'enfance, quand l'enfant se met debout, il va vivre une vie très différente de quand il était assis ou couché. Il va faire des découvertes essentielles dans la journée. Et tout ça, ça vient perturber aussi l'endormissement. Donc ce qui est important, c'est déjà de le comprendre et puis d'instaurer des petits rituels. L'histoire du soir, c'est vraiment un incontournable pour accompagner l'enfant dans la sécurité affective, à rentrer dans le sommeil. Suivant les difficultés des enfants, on va mettre en place des rituels plus ou moins intenses. Mais en tout cas, s'il y a des difficultés importantes, c'est essentiel que ces rituels, on les retrouve tous les soirs à la maison, ou les rituels peuvent aussi être installés dans d'autres environnements. Quand l'enfant change de domicile, on peut retrouver les mêmes rituels, des petits pas qu'on colle sur le chemin entre le salon et la chambre, un temps évidemment privilégié avec les parents, une histoire du soir, et l'histoire que l'enfant peut raconter également, le dialogue dans l'histoire du soir qui permet à l'enfant de dire ses craintes et ses petits soucis du quotidien et ce qu'il a vécu dans la journée. C'est très cathartique de raconter. L'enfant, il peut raconter avec son corps, il peut raconter avec sa voix et avec ses paroles, mais en tout cas, c'est important que l'enfant s'exprime d'une façon ou d'une autre avant d'entrer dans le sommeil plus tranquillement. Alors, il y a deux questions là qui se regroupent. C'est comment réagir face à un enfant insolent? Que veut-il nous faire comprendre? Et autre question qui s'y rapproche, c'est comment agir face à un enfant qui nous provoque. On le reprend après une première bêtise et après avoir tapé son copain, il grimper sur un meuble, jeter des jouets, etc. Et il continue sans cesse malgré le rappel. Que faire? Ceux qui ont écrit ou celles qui ont écrit les questions, c'est un enfant de quel âge? C'est avant 7 ans ou après 7 ans? Dans l'insolence, c'est avant 7 ans. Avant 7 ans, d'accord. L'insolence, c'est plus en fait quand on dit quelque chose et de sourire, c'est plus dans Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Nous, c'est ce qu'on reçoit comme message en tout cas. Et ça peut être une interprétation de notre part, de voir un sourire qu'on peut interpréter comme un sourire narquois d'un enfant qui, on peut se dire qu'il nous en veut ou qui vient nous chercher. Cet enfant-là, il est en miroir de l'adulte qui est en face de lui et il a un cerveau émotionnel qui est encore très immature avant 7 ans. Un enfant, il vit des émotions et il va avoir des réactions qu'on a explorées tout à l'heure. C'est une façon d'attaquer, peut-être. Et en tout cas, lui, il est en instabilité émotionnelle. Donc, peut-être que les réactions ne sont pas les mêmes que les vôtres dans la famille. Peut-être que le cadre est très différent. Et peut-être que le cadre, il est insécurisant à la maison. Donc, à votre avis, quelle est la posture que vous allez adopter face à un enfant dont on pense qu'il va chercher l'adulte Qu'est-ce que vous disiez comme terme C'était provoquer. Oui, et provoquer l'adulte. À votre avis, dans ce qu'on s'est dit tout à l'heure? Ouais.
eh ben, on reprend notre déroulé, voilà. On accueille, et puis petit à petit, on va questionner l'enfant, essayer de comprendre ce qui se passe, en tout cas faire en sorte qu'il se sente reconnu dans ce qu'il est en train de vivre, parce que vous êtes solide, et il n'y a pas de raison que cet enfant ait cette réaction vis-à-vis de vous, mais vous l'aurez traité une à deux fois cette situation-là, et puis ça permettra à l'enfant de mûrir et d'avoir d'autres repères aussi qui vont faire des nouvelles connexions cérébrales, qui vont permettre à l'enfant de mieux gérer, parce que c'est un enfant qui a eu une émotion et qui est peut-être en insécurité. Moi, je sais ce que vous pensez dans votre tête. Je voudrais bien vous y voir dans la situation à chaud, voir comment vous traitez ça. Alors, petite précision, Nathalie est une professionnelle éducatrice de jeunes enfants. Elle a exercé en Australie et en Inde et au Québec. Donc, voilà. Donc, ces situations, je pense qu'elle les a connues dans les... Voilà, dans tous les pays. Alors, il y a, dans le prolongement de cette question, vous évoquez la façon de gérer ça, et puis peut-être d'évoquer la situation de cet enfant par rapport à sa famille. Donc là, ça ouvre la porte à une autre question, c'est comment expliquer aux parents, sans les vexer, les froisser, que tel comportement, tel aliment n'est pas adapté à l'enfant. La relation avec les parents. Oui. Alors je pense beaucoup au sucre, bien entendu. Et ça fait partie du parcours qu'on déploie dans les villes. L'effet nocif du sucre, des perturbateurs endocriniens, des toxiques du quotidien, dans le développement de l'enfant, dans l'alimentation quotidienne. Il y a des enfants qui sont très 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 sensibles à tous ces produits toxiques, d'autres qui le sont moins, facteurs de risque, facteurs de protection. Et comment on peut partager cette connaissance avec les parents? Eh bien, en ayant recours à ce que dit la science. Moi, je pense que quand vous avez l'information scientifique, c'est dit dans le rapport, voilà, ou dans les vidéos. Il y a une vidéo en particulier qui traite de cette question-là. Vous la partagez avec le parent en disant, voilà, en équipe, on a partagé cette connaissance. Vous pouvez regarder, rester très factuel, parce que on a toujours intérêt à éviter le jugement, parce que dès lors qu'on juge, on se sent attaqué, et on est dans un partage de connaissances. J'imagine que vous faites des réunions pour les parents, qu'il y ait des soirées où vous accueillez les parents autour de connaissances. C'est le moment de passer des messages sans jugement, juste en partageant l'état de la science sur le sujet. Et l'alimentation, c'est vraiment, dans la part épigénétique, c'est une part très très importante. L'alimentation du quotidien, ne pas exposer l'enfant dès tout petit au sucre, ça c'est vraiment fondamental. On sait aujourd'hui, par exemple, que les troubles du spectre autistique sont génétiques, majoritairement, mais aussi environnementaux. C'est-à-dire que les enfants atteints de TSA ont parfois et même souvent dans leur alimentation du trop-plein de gluten et de caséine. Donc c'est juste pour vous dire que la part épigénétique, c'est-à-dire la qualité de vie du quotidien, elle est super importante pour aider ou freiner le développement d'un enfant. Et le sucre, c'est vraiment un aliment extrêmement toxique qui excite le cerveau, qui active le circuit de la récompense. Et plus on mange de sucre, plus on a envie de manger de sucre, nous adultes et les enfants aussi. Donc si vous pouvez donner des yaourts sans sucre et le moins de sucre possible dans l'alimentation et transmettre, partager ces informations-là avec les parents. C'est toujours pareil, quand on détient une information, si on est en position de sachant, on ne va pas obtenir l'adhésion du parent. Alors que si on partage une connaissance de façon simple et très, comment je dirais, en tant que facilitateur, eh bien, on obtient l'adhésion. Ou alors, on fait un petit atelier
sur cette question-là. Et on partage cet atelier avec les parents. Et là, la connaissance, elle se partage beaucoup plus facilement. Moi, je pense qu'il y a la maison des 1000 jours. Alors, oui. D'accord. Tu veux que j'en parle? Ok. Enfin, pardon. Je voudrais pas... Parce que le sujet il est tellement vaste, on va passer la nuit tous ensemble, donc c'est formidable. Nous, on est là pour répondre à vos questions aujourd'hui, demain. Enfin, pas répondre, mais on réfléchit ensemble. On essaie de réfléchir ensemble. Non, celle-là, elle est trop facile. Je ne vais pas te la... D'accord. C'est comment réagit-on à un enfant qui mord? On ne te l'a jamais posé cette question. Alors, là, c'est Françoise Dolto qui disait la morsure, c'est un accident de parole. Le pic de morsure, c'est 17 mois. Et les enfants, ils vivent des émotions incroyables parce qu'ils sont dans une... ils savent marcher, ils se lancent des défis quotidiens qui n'étaient pas les défis d'avant. Et forcément, ils ont des craintes, des petites peurs du quotidien. Et puis, c'est le moment de la coopération entre pairs. Donc forcément, si on n'a pas un même jouet dans la même couleur en plusieurs exemplaires, forcément, ça va générer des morsures. Typiquement, dans la section des... Alors, j'aime pas du tout ce terme parce qu'ils sont moyens en rien. Et ils sont ni grands, ni bébés, ni moyens. Mais là, dans la section du milieu, on va dire, c'est important qu'il y ait des jouets, le même jouet en plusieurs exemplaires, parce que ça permet à chacun de jouer et de ne pas favoriser, enfin, en tout cas, ces comportements d'agressivité que sont les morsures. Et c'est vraiment au moment où l'enfant il a envie de dire beaucoup de choses, mais les mots ne sont pas forcément là. Donc les enfants mordent pour dire je t'aime au copain, je veux jouer avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi, tu m'as piqué mon jouet, j'ai faim. Ça peut tout dire, la morsure. Mais la morsure, c'est d'abord un accident de parole, et puis c'est une posture qu'on peut tout à fait éviter en soignant les transitions. C'est-à-dire entre deux activités, on passe du repas à la sieste ou de l'activité peinture à aller dehors. Dans les temps de transition, c'est des temps insécures dans cette section-là. Et soigner les temps de transition où on cadre bien ce moment-là, eh bien généralement ça prévient bien ces difficultés. Oui. Du coup, pour ce sujet-là, est-ce que c'est utile de dire si l'enfant est un moment endormi? Est-ce que c'est utile de lui dire ce que nous on ressent? De lui dire que ça me fait mal ou pas? Ou est-ce que vraiment parce qu'il est concentré sur ce que lui, il est en train de dire? Ouais, c'est super important ce que vous dites là. L'enfant, pour être empathique, il a besoin de comprendre votre émotion. Si vous ne savez pas dire votre émotion, ça ne va pas lui faire comprendre la situation. Donc si un enfant mord un autre, et si l'enfant ne parle pas, le mordu ne parle pas, on peut parler à sa place, en disant « Ah, voilà ce qui s'est passé, j'imagine que tu as mal, que tu es triste ». Et l'enfant va entendre ça, et évidemment, ça va permettre aussi la maturation de la situation. Mais bon, on comprend aussi que c'est assez logique, hein. Forcément, il y a des morsures au moins dans cette partie de vie. On ne va pas stigmatiser la morsure, on ne va pas stigmatiser le mordeur, mais on va s'en occuper et surtout essayer d'avoir un temps privilégié avec ces enfants-là, au moins quelques minutes par jour, avec cet enfant-là. Parce qu'il a besoin d'exprimer des choses qu'il n'arrive pas à exprimer et on va l'aider. Alors, il y a plus que deux questions, parce que je pense qu'il va falloir s'arrêter là. On a regroupé là qui concerne l'importance du sommeil. Quel est l'impact du sommeil sur le développement cérébral de l'enfant? Et faut-il donner à un enfant un rythme de sommeil particulier ou suffit-il de le coucher lorsqu'il est fatigué? Réponse en 1 minute 30. Bon, on va faire une soirée pyjama, hein, ça va être mieux. C'est très culturel le sommeil.
Il y a des postures très différentes en Chine, en Australie, des temps de sommeil qui sont différents aussi suivant les climats, donc c'est relativement culturel. Mais le sommeil, c'est un besoin fondamental. Ça permet au cerveau de se réparer, ça permet à l'enfant de grandir, ça permet le nettoyage du cerveau. C'est très cathartique, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans la journée va trouver des résolutions dans le sommeil. Quand on a un gros souci, nous, on se dit la nuit porte conseil, je verrai demain matin. On a intérêt à ne pas prendre de décision le soir parce que le lendemain matin c'est beaucoup plus clair, le cerveau s'est nettoyé, les cellules se régénèrent, ça permet à l'enfant d'aborder les temps du quotidien de façon très différente le lendemain. C'est une fonction vitale, le sommeil. Il y a des petits dormeurs et des grands dormeurs. Il y a des petits mangeurs, il y a des grands mangeurs. Tous les enfants sont différents. Et obliger un enfant à dormir s'il n'a pas besoin de dormir, ça peut être une forme de maltraitance. Si c'est un petit dormeur et qu'il n'a pas besoin de dormir, mais qu'il peut avoir un temps calme pendant que les autres dorment, c'est très bien. Je voulais vous dire autre chose à propos du sommeil. On a un panneau sur le sommeil qui est très très important qu'on pourrait partager avec vous. Un double panneau. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ça va me revenir. Ça va me revenir. J'ai une autre question pendant que ça Mais nous, ce qu'on souhaite, quand on a les enfants en crèche, oui, je vais te le redonner. C'est qu'il y a un temps calme. Ça, c'est très important pour le groupe d'enfants et pour le professionnel, parce qu'on a aussi besoin de faire des pauses. Et nous, de se faire du bien aussi, parce que si on veut faire du bien aux enfants, il faut être bien nous-mêmes. Et d'observer un temps calme. Ça c'est clair, c'est important pour tout le monde. Mais dans certains pays, il y a des enfants qui vont au lit très tard, en Espagne par exemple, au Brésil, en Amérique du Sud. Et puis dans d'autres pays, il y a des enfants dans les pays du Nord, là où il y a moins de soleil, les enfants ils vont au lit beaucoup, beaucoup plus tôt. Là aussi, c'est très, très culturel. Est-ce que je réponds à peu près? La dernière. La toute dernière, avant de donner le résultat du sondage, je te promets, c'est pas moi qui l'ai écrite. Parce que tu pourrais croire que j'ai influencé. Pourquoi n'y a-t-il pas d'éducateurs et d'éducatrices dans les écoles pour continuer à accompagner les enfants dans leur apprentissage? C'est pas moi. J'adore la question, j'adore la question. Je pense qu'il faudrait des professeurs des écoles et des ATSEM dans les crèches pour travailler avec nos équipes, et puis des éducateurs et des personnels de petite enfance aussi dans les maternelles. C'est ce qu'on appelle la continuité éducative. Alors si vous allez sur notre site, sur YouTube, Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, vous allez voir une vidéo que j'aurais pu vous montrer ce soir, mais on ne peut pas tout partager ce soir, qui s'appelle la transition éducative. C'est un making-of qui vient partager exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a besoin de fluidifier le parcours de l'enfant. Toutes ces ruptures sont très très compliquées sur le parcours, ça insécurise les enfants. Et là, avec l'association, on travaille beaucoup sur les outils de transition éducative. Ce qui m'amène à parler de ce que tu voulais que je dise, c'est qu'on termine une recherche-action avec l'INSERM, qui est la première en santé sociale en France, et on a mis en place 2 petites marionnettes. Pilou, qui aurait pu venir avec nous, je l'avais dans mon sac, c'est dommage, et Filou. Pilou, c'est un éléphant, c'est l'animal le plus empathique. Il représente vraiment l'empathie. Et puis Filou, c'est le petit coquin qui vient chatouiller l'empathie, les réactions empathiques chez les enfants. Et on met en place des petits ateliers entre Pilou et Filou. Et l'éducation nationale, alors dans la petite enfance, on va le faire, on va mettre en place ces formations dès qu'on aura la publication scientifique le mois prochain, normalement. Et l'éducation nationale a repéré ces outils comme outils de transition éducative qui vont aider le passage de la petite enfance à l'école maternelle. Donc on en est là, on va sûrement faire aussi une recherche à l'école, mais en tout cas quand on intervient à l'échelle des villes, on intervient auprès de toute la communauté éducative, petite enfance, périnatalité déjà, PMI, petite enfance et école maternelle, et tous les professionnels travaillent ensemble. Et là c'est génial ce qui se passe. Parce que les ATSEM disent « Ah, tu fais ça pour adapter les enfants, ah ben moi je vais faire pareil à l'école maternelle. » Et puis l'éducatrice qui dit « Mais toi, en tant que professeur des écoles, tu abordes telle question avec tel enfant,
moi aussi je vais m'en inspirer. Et du coup, ça permet des croisements de regards et ça c'est super intéressant et passionnant pour vous tous, parce qu'on se rend compte que finalement, on travaille tous dans la même direction, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'enfant et pour accompagner le développement. Mais malheureusement, on parle des langages différents et on a tout intérêt à travailler ensemble. Je peux donner le résultat du sondage, mais avant, je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire, parce que Nathalie va vous le dire aussi, c'est un énorme merci, parce que vous avez une qualité d'écoute. On vous voit dans vos regards que vous êtes partie prenante, motivée, et les sondages le prouvent. Vous avez été donc 54 à répondre. 49% d'entre vous ont fait carton plein, c'est-à-dire ont répondu oui à l'intégralité des questions posées. Une personne se semble un peu moins satisfaite puisqu'elle dit non à la question 1, non à la question 4 et non à la question 5. Globalement, tout le monde est prêt à changer ses pratiques, et ça je crois que c'est la chose très positive. Il y a une personne qui dit oui et non, donc elle est encore peut-être en hésitation. Il y en a deux qui disent fermement non, et à la question 4, il y a une personne qui dit oui et non. Donc je pense que est-ce qu'on a été convaincant? Il n'y a qu'une seule personne que Nathalie n'a pas été convaincante. Alors j'invite cette personne à venir nous revoir demain, puisqu'on est là toute la journée, jusqu'à une bonne partie de l'après-midi. Et si elle a encore quelques doutes, qu'elle vienne poser ses questions à Nathalie. Mais un profond et vraiment très chaleureux merci, parce que vous étiez, vous étiez avec nous, et c'est pas toujours le cas, parce que rapidement, il peut surtout en fin de journée, après votre charge d'une semaine, que les esprits s'ébattent un peu un vendredi soir. Et là, vous êtes restés tous très attentifs, et en ce qui me concerne, je suis très admiratif. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est un début de cheminement. On reprend notre tricot, on avance, on a le droit de faire des pas de côté, de détricoter quelques mailles pour retricoter plus tard. Il y a des moments de doute, mais heureusement, parce que sinon on ferait beaucoup d'erreurs. On reste en veille sur nos pratiques et puis on espère vous revoir. En tout cas, on se retrouve demain à 14h15. C'est ça, Priscilla, 14h15. Et on va approfondir la question des émotions avec d'autres vidéos et puis une réflexion commune qu'on poursuivra. Normalement, une slide avec notre site. Voilà, bien sûr. Voilà. Donc là, vous avez le site internet, le site Enfance et Covid aussi qu'on a créé pendant la première vague très rapidement pour vous fournir des ressources fiables qui sont toujours intéressantes pour parler aux enfants du virus, pour trouver le dernier protocole sanitaire et pour aussi rassurer les enfants, rester dans cette confiance mutuelle qui est tellement importante dans ces périodes d'incertitude. Et puis vraiment, on vous invite à devenir membre, c'est gratuit. Vous inscrivez à notre newsletter et vous recevez toutes les dernières informations. On partage beaucoup de choses sur évidemment le quotidien des enfants et toutes les dernières études scientifiques, notamment sur le sommeil. L'impact des écrans dans la vie des enfants, ça c'est un de nos thèmes privilégiés. Et comme ça, vous avez cette information régulière. Et on a lancé une campagne de dons sur Bluebees parce qu'on met en place une action de maison des 1000 jours pour aider les enfants à devenir des petits éco-citoyens. Donc si vous souhaitez y participer, même 1 €, vous êtes les bienvenus. Plus on est nombreux, mieux c'est pour aider nos enfants sur le chemin de la vie. Merci beaucoup et puis bon repos et à demain, j'espère, nombreux et nombreuses. Merci.